L'ancienne Hollywood avait des règles très strictes. Certaines étaient si dures que même de nombreux acteurs s'y opposaient. Les studios contrôlaient chaque aspect de leur vie, de leur apparence à leurs relations personnelles. Ces règles dictaient leur apparence, avec qui ils sortaient, et même la durée de leur baiser à l'écran. Enfreindre ces règles entraînait souvent de graves conséquences, y compris la suspension, des amendes ou la fin de leur carrière. Voici 31 des pires règles que les acteurs d'Hollywood à l'époque devaient suivre. Les femmes n'étaient pas autorisées à porter des pantalons. À l'époque d'Hollywood, les femmes ne pouvaient pas porter de pantalons sur le plateau. Les studios imposaient cette règle pour maintenir l'image traditionnelle de la féminité. Katharine Hepburn s'est opposée à cette restriction injuste. Quand RKO Radio Pictures lui a pris son pantalon, elle a refusé de se conformer et s'est promenée sur le plateau en sous-vêtements. Ce geste audacieux a souligné comment les studios contrôlaient tous les aspects de la vie d'une actrice, leur laissant peu de liberté personnelle. Les studios en profitaient en maintenant une image cohérente et vendable de leurs stars, attirant ainsi un public conservateur. Pendant ce temps, des actrices comme Hepburn se sentaient impuissantes, obligées de suivre des directives strictes qui ignoraient leur style personnel et leur confort. La défiance de Hepburn a inspiré d'autres femmes à Hollywood à défier des normes dépassées. Avec le temps, cette résistance a contribué à briser les barrières de genre, permettant aux femmes plus de liberté dans leurs choix vestimentaires et ouvrant la voie à un Hollywood plus progressiste. Leurs vies amoureuses étaient souvent factices. Et si je vous disais qui fréquenter et qui ne pas fréquenter? C'était la règle dans le vieux Hollywood. Dans le vieux Hollywood, les acteurs ne pouvaient pas vivre leur vie amoureuse librement. Les studios arrangeaient de faux rendez-vous pour créer le buzz et promouvoir leurs stars. Prenons Mickey Rooney et Judy Garland dans Babes in Arms comme exemple. À l'écran, ils jouaient un couple adorable, mais hors écran, Rooney était connu comme un playboy notoire. Cette romance forcée était un coup de publicité conçu pour attirer le public et maintenir les stars sous les feux des projecteurs. Les studios en bénéficiaient en générant de l'intérêt et en augmentant les ventes de billets, tandis que les acteurs perdaient le contrôle de leur vie personnelle. Les célébrités étaient piégées dans des relations fabriquées qui ignoraient souvent leurs véritables sentiments et désirs. Avec le temps, cette manipulation a tendu les relations réelles et a conduit à un scepticisme public concernant les romances hollywoodiennes. Finalement, alors que les stars luttaient pour leur autonomie personnelle, l'industrie a commencé à changer, permettant aux acteurs de gérer plus librement leur vie publique et privée, ouvrant la voie à des connexions plus authentiques sous les projecteurs. Tu ne peux pas être gros. Eh bien, cette règle existe toujours, mais pas directement, plutôt indirectement. Tu as très peu de chances d'obtenir un film si tu es gros. C'était pareil dans le vieux Hollywood. Les actrices étaient forcées de maintenir des silhouettes extrêmement minces pour correspondre à l'image idéalisée de la féminité. Marlène Dietrich fut l'une des premières stars à qui l'on ordonna de perdre du poids, établissant un précédent sévère pour les femmes de l'industrie. La jeune Judy Garland subit des mesures encore plus strictes. On lui fit prendre de force des pilules amaigrissantes et on la pressa de fumer pour supprimer son appétit. Les studios imposaient ces normes pour garder leurs stars attrayantes pour le public, croyant qu'une apparence mince était essentielle pour une carrière réussie. Cette focalisation incessante sur l'image corporelle profitait aux studios en garantissant que leurs actrices restaient des icônes de beauté, stimulant les ventes de billets et l'adoration des fans. Cependant, cela laissait beaucoup de femmes se sentir piégées et impuissantes, sacrifiant leur santé et leur estime de soi pour leur carrière. Avec le temps, la réaction contre ces normes oppressives a déclenché un mouvement vers la positivité corporelle, transformant graduellement l'approche de Hollywood vis-à-vis de la beauté et permettant aux femmes de s'accepter plus librement. Le travail des enfants était courant. Les enfants stars étaient forcés de travailler presque tous les jours avec à peine de repos. Dans l'ancien Hollywood, les lois minimales sur le travail des enfants permettaient aux studios d'exiger que les jeunes acteurs travaillent le même nombre d'heures épuisantes que les adultes. Prenez Judy Garland, par exemple. Elle travaillait 6 jours par semaine, endurant jusqu'à 18 heures de service rempli de chants et de danse sans arrêt. Pour suivre le rythme effréné, Garland recevait des amphétamines pour booster son énergie et des somnifères pour l'aider à faire face à l'épuisement. Ce régime sévère était conçu pour maximiser la productivité et garantir que les films respectaient des calendriers serrés, au bénéfice des studios en maintenant les productions sur la bonne voie et les stars sous les projecteurs. Cependant, les jeunes acteurs avaient peu de moyens d'expression, piégés par des contrats qui privilégiaient le profit au détriment de leur bien-être. Au fil du temps, le poids d'un travail si exigeant a conduit à une prise de conscience accrue et à une défense des meilleures protections pour les enfants acteurs. Ce changement a aidé à ouvrir la voie à des lois sur le travail plus strictes et à des conditions de travail plus humaines à Hollywood, permettant aux jeunes talents de s'épanouir sans sacrifier
leur santé et leur bonheur. Les amoureux ne pouvaient pas se détendre trop. À l'époque, même la romance à l'écran avait ses limites. La fameuse règle de garder un pied au sol était strictement appliquée pour s'assurer que les scènes intimes restaient de bon goût et n'enfreignaient pas les limites morales fixées par les censeurs des studios. Cette réglementation obligeait les acteurs à garder un pied au sol, les empêchant de paraître trop physiquement impliqués pendant les moments romantiques. Les studios ont mis en place cette règle pour maintenir une image saine et apaiser les spectateurs conservateurs qui exigeaient de la bienséance dans les films. Les principaux bénéficiaires étaient les studios, qui pouvaient commercialiser leurs films comme étant familiaux et éviter les scandales potentiels ou les réactions négatives. Pendant ce temps, les acteurs se trouvaient restreints, incapables d'exprimer pleinement la profondeur des relations de leurs personnages, ce qui entraînait des performances qui semblaient limitées et non naturelles. Au fil du temps, à mesure que les attitudes sociétales envers la romance et l'intimité évoluaient, cette règle stricte a été assouplie, permettant des représentations plus authentiques et passionnées. Ce changement a non seulement amélioré l'authenticité émotionnelle des films, mais a également permis aux acteurs de livrer des performances plus convaincantes et plus pertinentes, transformant finalement le paysage de la romance à Hollywood. Dans le vieux Hollywood, les couples mariés n'étaient pas autorisés à dormir ensemble. Même les mariages réels n'échappaient pas aux directives strictes des studios. Prenez Lucille Ball et Daisy Arnaz, un couple adoré à l'écran et hors écran. Malgré leur amour authentique, le code de production cinématographique exigeait que les acteurs jouant des couples mariés dorment dans des lits séparés. Cette règle étrange était conçue pour maintenir des normes morales et prévenir les scandales, garantissant que les films restent respectables et attrayants pour le public conservateur. Les studios bénéficiaient en maintenant une image irréprochable, évitant ainsi tout retour de bâton potentiel qui pourrait nuire à leur réputation et à leurs recettes au box-office. Cependant, Ball et Arnaz, comme beaucoup d'autres couples de célébrités, avaient peu de contrôle sur leur vie privée dictée par les politiques d'entreprise. Cette séparation a non seulement tendu leurs relations dans la vie réelle, mais a aussi mis en évidence comment les studios privilégiaient l'image par rapport à l'authenticité. Avec le temps, à mesure que les normes sociétales évoluaient et que la demande pour des représentations plus réalistes augmentait, ces règles désuètes furent abandonnées. Ce changement permit aux acteurs une plus grande liberté pour refléter leurs vraies relations à l'écran, ce qui conduisit à des récits plus authentiques et plus accessibles à Hollywood. Les baisers à l'écran étaient strictement réglementés. Un simple baiser à l'écran était un gros problème. Les règles de censure strictes d'Hollywood dictaient que les baisers à l'écran ne pouvaient pas durer plus de 3 secondes pour éviter qu'ils ne paraissent trop lascifs. Cette réglementation faisait partie d'un effort plus large pour maintenir des normes morales et éviter d'offenser les publics conservateurs. Les studios appliquaient ces limites pour s'assurer que leurs films restaient commercialisables et exempts de controverses, bénéficiant d'une réputation de respectabilité. Cependant, les acteurs étaient frustrés, incapables de transmettre pleinement la profondeur et la passion des relations de leurs personnages. Les baisers iconiques de courte durée sont devenus une marque de fabrique de l'époque, donnant souvent aux scènes romantiques une impression de précipitation et d'artificialité. Au fil du temps, à mesure que les attitudes sociétales envers la romance et l'intimité évoluaient, ces restrictions rigides ont été assouplies. Ce changement a permis des représentations de l'amour plus authentiques et émouvantes, enrichissant la narration et permettant aux acteurs de se connecter plus profondément avec leur public. La transformation a marqué un mouvement significatif vers l'authenticité dans les récits romantiques d'Hollywood. Les régimes alimentaires étaient souvent restreints. Maintenir la silhouette parfaite n'était pas seulement un choix personnel, c'était une exigence du studio. Dans l'ancien Hollywood, les actrices étaient soumises à des régimes stricts pour s'assurer qu'elles restent minces et prêtes pour l'écran. Marlène Dietrich, par exemple, suivait un régime strict à base de bouillon, de fromage blanc et de toast, comme le dictait son studio. Ces restrictions alimentaires étaient imposées pour maintenir l'image idéalisée de la beauté féminine que les studios pensaient attirer le public et augmenter les ventes au box-office. Les bénéficiaires étaient les studios, qui pouvaient commercialiser leurs stars comme des incarnations du glamour et de l'élégance. Cependant, cela laissait aux actrices peu de contrôle sur leur propre corps, menant souvent à des habitudes alimentaires malsaines et des relations tendues avec la nourriture. Avec le temps, la pression incessante pour la minceur a déclenché des discussions sur l'image corporelle et la santé, encourageant progressivement Hollywood à adopter des normes plus équilibrées et réalistes pour les stars féminines. Ce changement a non seulement amélioré le bien-être des actrices, mais a également diversifié la représentation de la beauté sur le grand écran. Elles devaient signer des contrats à long terme. À l'âge d'or d'Hollywood, les acteurs et actrices étaient souvent liés au studio par des contrats à long terme.
des contrats durant de 4 à 7 ans. Ces accords donnaient aux studios un contrôle significatif sur leurs talents, déterminant les rôles qu'ils jouaient et les films dans lesquels ils jouaient. Bien que cela ait offert un flux constant de travail et une sécurité financière pour les acteurs, cela a également limité leur liberté créative et leur capacité à choisir des projets qui les intéressaient véritablement. Par exemple, un acteur sous contrat avec MGM devait prioriser les projets du studio par rapport à ses propres aspirations de carrière, rendant difficile l'exploration de rôles divers ou la collaboration avec d'autres studios. Cet arrangement bénéficiait aux studios en garantissant la fidélité et un vivier constant de talent pour leur production. Cependant, cela laissait les acteurs se sentir confinés et restreints, menant souvent à de la frustration et à un désir de plus grande indépendance. Au fil du temps, le déclin du système des studios et l'essor de la production indépendante ont permis aux acteurs de négocier des contrats plus flexibles, offrant un plus grand contrôle créatif et la possibilité de saisir une plus large gamme d'opportunités. Même les enfants savaient ne pas faire perdre de temps aux studios. Les acteurs enfants dans le vieil Hollywood devaient respecter les mêmes normes rigoureuses que leurs homologues adultes. Shirley Temple, l'une des plus brillantes jeunes stars de l'époque, a compris très tôt que le professionnalisme était non négociable. Avec des lois de protection du travail des enfants minimales, les studios exigeaient de longues heures et un dévouement sans faille de la part de leurs plus jeunes talents. Temple a souligné dans son livre Child Star que « le temps, c'est de l'argent. Le temps perdu signifie de l'argent perdu, signifie des ennuis ». Cette règle garantissait que les studios pouvaient maximiser leur investissement en rendant les productions efficaces et rentables. Bien que les studios bénéficiaient de la productivité incessante des jeunes acteurs, les jeunes stars étaient privés d'une enfance normale, accablés par des horaires de travail intenses et des attentes élevées. Avec le temps, les dures réalités rencontrées par les acteurs enfants ont suscité des mouvements en faveur de meilleure protection et lois du travail, conduisant à des environnements plus équilibrés et de soutien pour les jeunes talents à Hollywood. Les acteurs devaient utiliser des assistants de studio. Le contrôle s'étendait bien au-delà des acteurs eux-mêmes. Les studios imposaient souvent une assistance pour superviser chaque aspect de la vie d'une star. Ces assistants nommés par le studio étaient responsables de conseiller, de gérer les horaires, et même d'espionner les acteurs pour s'assurer qu'ils respectaient les politiques du studio. Judy Garland a vécu le côté sombre de ce contrôle lorsqu'elle a découvert que sa nounou la trahissait. Une révélation qui a dévasté sa confiance dans le système. Les studios profitaient d'une surveillance constante, garantissant que les acteurs restaient commercialisables et respectaient leurs contrats sans déviation. Cependant, cela signifiait que les célébrités avaient peu de vie privée ou de liberté personnelle, car chacun de leurs mouvements était surveillé et réglementé. Au fil du temps, le caractère intrusif des assistants de studio est devenu de plus en plus impopulaire, poussant les acteurs à exiger davantage d'autonomie et de contrôle sur leur vie personnelle et professionnelle. Ce changement a contribué au déclin du système de studio strictement contrôlé, ouvrant la voie à une plus grande indépendance et autonomie personnelle pour les stars d'Hollywood. Même certains mariages étaient orchestrés. Dans les couloirs obscurs du vieux Hollywood, l'amour était souvent un scénario préécrit. Les studios contrôlaient méticuleusement la vie personnelle de leurs stars, surtout en ce qui concerne les relations. Les acteurs LGBTQ subissaient une pression immense pour se conformer aux normes hétéronormatives, entraînant des mariages forcés qui dissimulaient leurs véritables identités. Un exemple notoire est Rock Hudson, qui a été contraint d'épouser la secrétaire de son agent, Phyllis Gates, pour maintenir son image vendable. Cette façade protégeait les studios du scandale et gardait leur star en faveur du public, profitant à la machine corporative qui prospérait sur le glamour aseptisé. Cependant, ce contrôle laissait les acteurs se sentir piégés et isolés, incapables de vivre authentiquement. Le coût émotionnel était immense, conduisant souvent à des souffrances personnelles et à des relations brisées. Au fil du temps, le courage des stars qui ont fini par faire leur coming out ou défier ces contraintes a contribué à un changement progressif dans l'acceptation par Hollywood des identités diverses, ouvrant la voie à une plus grande liberté et authenticité dans l'industrie. Les studios avaient aussi des règles contre les enfants. L'enfance était un luxe que peu de jeunes stars dans le vieux Hollywood pouvaient se permettre. Les studios imposaient des règles strictes qui interdisaient aux actrices de tomber enceintes, appliquant ces mandats par des pénalités sévères. Ava Gardner, une star éminente, a révélé dans son autobiographie qu'elle avait subi un avortement pour éviter les graves répercussions imposées par la MGM, qui comprenaient des clauses pénales lourdes pour les actrices ayant des enfants. Ces règlements garantissaient que les actrices restent disponibles pour des rôles exigeants et adhèrent au pay arc,
les studios d'images impeccables habilement conçus. Les bénéficiaires étaient les studios, qui maintenaient des calendriers de production ininterrompus et des images de stars cohérentes, maximisant ainsi leurs profits. Pendant ce temps, de jeunes actrices étaient contraintes de faire des sacrifices personnels déchirants, souvent au détriment de leur santé et de leur bonheur. Au fil du temps, le contrôle oppressif sur la vie personnelle des actrices a suscité une résistance et une défense de meilleurs droits, conduisant à un traitement plus humain et à une plus grande autonomie pour les femmes à Hollywood. Ils devaient adhérer au code de production. Depuis sa création en 1934, le code de production, appliqué par le bureau Hays, a régi la boussole morale des films hollywoodiens. Cet ensemble rigoureux de directives interdisait les blasphèmes, le contenu sexuel explicite et d'autres thèmes jugés inappropriés, dictant ce qui pouvait et ne pouvait pas être montré à l'écran. Les studios respectaient strictement ces règles pour éviter la censure, les amendes et la réaction du public, s'assurant que leurs films restaient commercialisables et socialement acceptables. Les principaux bénéficiaires étaient les studios, qui pouvaient produire du contenu en toute confiance, sans risquer leur réputation ou la performance au box-office. Cependant, les acteurs et les cinéastes faisaient face à des limitations créatives, étouffant l'expression artistique et les obligeant à contourner les sujets tabous. Ce contrôle conduisait souvent à des récits édulcorés et moins authentiques, frustrant les artistes talentueux qui aspiraient à plus de liberté. Au fil du temps, la résistance publique croissante et l'évolution des valeurs sociétales ont érodé l'influence du code de production, conduisant à son abandon éventuel et à l'essor de récits plus diversifiés et honnêtes à Hollywood. Ils ne pouvaient pas travailler avec d'autres studios pendant qu'ils étaient sous contrat. Être lié à un seul studio pouvait faire ou défaire la carrière d'un acteur dans le vieil Hollywood. Une fois signés, les acteurs étaient liés exclusivement à leur studio, limitant leurs opportunités et leur contrôle sur leur propre carrière. Par exemple, Elizabeth Taylor a habilement contourné cette contrainte en obtenant des prêts de Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, pour travailler sur des films plus exigeants et diversifiés comme Géant, Une place au soleil et Soudain, l'été dernier. Alors que les studios profitaient de garder leurs stars sous clé, garantissant la fidélité et maximisant leur investissement, les acteurs se sentaient souvent restreints et incapables d'explorer librement des rôles variés. Ce contrôle monopolistique étouffait la créativité et pouvait freiner la croissance d'un acteur. Au fil du temps, alors que les stars réclamaient plus de liberté et que le système des studios commençait à décliner, les acteurs ont acquis la possibilité de travailler avec plusieurs studios, favorisant un paysage hollywoodien plus dynamique et polyvalent. Les acteurs ne pouvaient pas refuser des rôles. Point final. Dans la structure rigide du système des studios, les acteurs n'avaient que peu ou pas de mots à dire dans les rôles qu'ils jouaient. Refuser un rôle était pratiquement impossible sans en subir de graves conséquences. Bette Davis, une actrice de premier plan, a été suspendue par Warner Bros. Pour avoir refusé des rôles, mettant en évidence le contrôle absolu que les studios exerçaient sur leurs talents. Cette règle garantissait que les studios pouvaient gérer leurs effectifs et maintenir un flux constant de films, bénéficiant financièrement en respectant les calendriers de production. Cependant, elle laissait les acteurs se sentir impuissants, contraints d'accepter des rôles qui n'étaient peut-être pas en accord avec leurs intérêts ou leurs forces, parfois même dans des projets voués à l'échec. Au fil du temps, alors que les acteurs luttaient pour plus d'autonomie et que le système des studios déclinait, les interprètes ont commencé à avoir plus de contrôle sur leurs choix, ce qui a conduit à des carrières plus épanouissantes et acclamées par la critique. Ils devaient être prêts à changer de nom. Le nom d'une star était souvent considéré comme une partie de leur marque commercialisable, et les studios se chargeaient de créer le surnom parfait pour leur talent. Des icônes comme Marilyn Monroe, Rita Hayworth et Judy Garland ont toutes adopté des noms de scène choisis par leur studio pour améliorer leur attrait et leur mémorabilité. Par exemple, MGM a organisé un concours pour renommer Lucille LeSueur, ce qui a abouti à la création du nom Joan Crawford, un nom qu'elle détestait apparemment. Cette pratique profitait au studio en créant des personnages mémorables et commercialisables qui résonnaient avec le public, assurant une image de marque cohérente à travers les films. Cependant, elle privait les acteurs de leur identité personnelle, les obligeant à adopter des noms qui semblaient parfois étrangers ou inconfortables. À mesure que Hollywood évoluait, les stars ont commencé à affirmer leurs identités, choisissant leur propre nom et favorisant des liens plus authentiques avec leur public. Les femmes devaient souvent changer leur apparence. Le vieux Hollywood exigeait que les actrices maintiennent un look spécifique pour correspondre à l'image idéalisée de la féminité et du glamour. Les studios contrôlaient tout, des coiffures au maquillage, et poussaient parfois à des changements drastiques comme la chirurgie esthétique pour que leurs stars restent photogéniques.
Parfait. Les actrices devaient se conformer à ces transformations pour rester commercialisables, sacrifiant souvent leur style personnel et leur confort. Par exemple, certaines starlettes devaient teindre leurs cheveux ou subir des modifications physiques pour répondre aux normes du studio. Ce contrôle profitait au studio en créant une image cohérente et attrayante pour leurs stars, attirant le public et maximisant les profits. Cependant, cela laissait les femmes se sentir contraintes et sous pression pour se conformer à des standards de beauté irréalistes. Au fil du temps, à mesure que les opinions sociétales sur la beauté et l'individualité évoluaient, Hollywood a commencé à adopter des apparences plus diverses et authentiques, permettant aux actrices d'exprimer leur véritable identité et de se libérer des attentes rigides du passé. Chaque actrice devait entretenir une image. Dès le moment où elles signaient, les actrices étaient façonnées en des personnages spécifiques pour captiver le public. Dans le vieux Hollywood, les femmes étaient généralement cantonnées au rôle de la fille d'à côté toute américaine ou de la bombe sensuelle. Les studios ont méticuleusement conçu ces images, créant souvent des histoires de fond fabriquées pour renforcer l'attrait de leurs stars. Prenez Rita Hayworth, dont l'image glamour était soigneusement entretenue pour incarner la starlette hollywoodienne par excellence. Ce contrôle strict de l'image profitait aux studios en garantissant des marques cohérentes et commercialisables qui résonnaient avec les fans, stimulant les ventes de billets et de produits dérivés. Cependant, cela laissait aux actrices peu de place pour l'expression personnelle ou la diversité dans leur rôle, les obligeant à se conformer à des stéréotypes étroits. Avec le temps, la demande pour des représentations plus authentiques et variées a conduit à une décomposition progressive de ces contraintes rigides d'image, permettant aux actrices d'explorer une gamme plus large de personnages et de personnalités, enrichissant ainsi la narration hollywoodienne. Les hommes devaient agir comme des gentlemen. L'ancien Hollywood n'était pas seulement restrictif pour les femmes. Les acteurs masculins étaient également soumis à des codes de conduite stricts. On s'attendait à ce que les hommes incarnent les idéaux d'un gentleman, à la fois à l'écran et en dehors. Toute déviation, comme des divorces désordonnés, un comportement de séducteur ou une implication dans des activités illégales, pouvait gravement nuire à leur carrière. Prenons Clark Gable, dont la réputation de roi d'Hollywood était soigneusement gérée pour s'aligner avec son image à l'écran. Les studios appliquaient ces normes pour maintenir une image propre et respectable de leurs acteurs masculins, garantissant ainsi leur attractivité pour un large public. Bien que cela préservait la réputation du studio, cela limitait les libertés personnelles des hommes et les obligeait souvent à cacher leur véritable personnalité. Avec le temps, alors que les normes sociétales évoluaient vers une plus grande acceptation des comportements et personnalités divers, Hollywood a commencé à assouplir ses attentes strictes, permettant aux acteurs masculins de jouer des personnages plus complexes et authentiques, à la fois à l'écran et en dehors. Promouvoir leurs films était tout. La promotion était un aspect non négociable de la carrière d'un acteur dans le vieux Hollywood. Les studios s'attendaient à ce que leurs stars promeuvent activement leurs films, orchestrant souvent des coups de publicité élaborés pour créer le buzz. Elizabeth Taylor en a été l'exemple, avec son mariage très médiatisé avec Conrad Hilton, stratégiquement programmé avec la sortie de pair de la mariée. Financé par MGM, cet événement était conçu pour maximiser la couverture médiatique et attirer le public. Alors que de telles promotions bénéficiaient aux studios en augmentant les ventes de billets et en améliorant la visibilité des stars, elles imposaient des exigences significatives aux acteurs pour participer à des événements de publicité fabriqués, parfois au détriment de leur vie personnelle. Cette focalisation incessante sur la promotion assurait que les films restaient dans l'œil du public, mais laissait les acteurs se sentir comme des marchandises plutôt que comme des individus. Au fur et à mesure que l'industrie évoluait, les stars ont commencé à chercher plus de contrôle sur leur image publique, ce qui a conduit à des efforts promotionnels plus authentiques et autodirigés, équilibrant mieux l'authenticité personnelle avec les obligations professionnelles. Obtenir du temps libre dépendait du studio. Dans l'environnement strictement contrôlé de l'ancien Hollywood, prendre des congés n'était pas une simple affaire. Les studios tenaient les rênes des emplois du temps des acteurs, et des jalons personnels comme les mariages pouvaient perturber la production. Lorsque Judy Garland épousa le compositeur David Rose en 1941, MGM désapprouva et la força à retourner travailler seulement 24 heures après le mariage. Ce refus de temps personnel souligna la priorité accordée par le studio au travail plutôt qu'au bien-être de leurs stars. Bien que cette politique ait permis à la production de rester sur les rails, au bénéfice financier des studios, elle laissait les acteurs avec peu, voire aucun contrôle sur leur vie personnelle. Les exigences de travail incessantes menaient souvent à l'épuisement professionnel et à des relations personnelles tendues. Au fil du temps, la prise de conscience croissante de l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée a conduit à de meilleures pratiques de travail et à plus de respect.
traitement des besoins personnels des acteurs, favorisant un environnement de travail plus sain et plus durable à Hollywood. Ternir la réputation de quelqu'un était inexcusable. Maintenir une image publique impeccable était primordial dans le vieux Hollywood, où les rumeurs et scandales pouvaient rapidement mettre fin aux carrières. Les studios faisaient de grands efforts pour protéger leurs stars, comme on l'a vu avec Clara Bow, une actrice en vue des années 1920 qui a perdu son contrat avec Paramount à la suite de rumeurs de promiscuité. Cette règle garantissait que les acteurs restaient commercialisables et que les studios évitaient toute publicité négative pouvant dissuader le public. Bien que cela ait bénéficié aux studios en protégeant leurs investissements et en maintenant une image publique positive, cela exerçait une pression immense sur les acteurs pour qu'ils se conforment à des normes morales strictes, les forçant souvent à cacher des aspects de leur vie personnelle. La peur de nuire à leur réputation laissait de nombreuses stars se sentir piégées et incapables d'exprimer leur véritable personnalité. À mesure que les attitudes sociétales envers la liberté personnelle et la vie privée évoluaient, Hollywood a commencé à adopter des représentations plus ouvertes et honnêtes de ses stars, permettant aux acteurs de vivre plus authentiquement sans craindre de répercussions injustes. Les routines de fitness étaient encouragées. Derrière la façade glamour du vieux Hollywood se cachait une pression incessante pour la perfection physique. On attendait des actrices qu'elles soient non seulement minces, mais aussi qu'elles maintiennent des corps toniques grâce à des routines de remise en forme rigoureuses. Bien que cela n'était pas ouvertement discuté, des vedettes comme Katharine Hepburn pratiquaient des sports comme le tennis et la natation pour rester en forme, et Marilyn Monroe fut l'une des premières actrices à incorporer la musculation dans son programme. Les studios encourageaient ces pratiques de fitness pour s'assurer que leurs stars restaient attrayantes et énergiques, en adéquation avec les rôles exigeants qu'elles jouaient. Les studios profitèrent de l'opportunité en présentant les actrices comme des symboles de vitalité et de beauté, ce qui captivait le public. Cependant, cette attente exerçait une pression immense sur les femmes pour qu'elles s'entraînent constamment et aient l'air impeccable, souvent au détriment de leur vie personnelle et de leur santé mentale. Au fil du temps, à mesure que la conscience de l'importance du bien-être physique et mental s'est accrue, Hollywood a commencé à reconnaître la nécessité d'approches plus saines de la forme physique, permettant aux actrices d'atteindre leurs objectifs de santé de manière plus durable et authentique. Approbation obligatoire de l'image du studio pour toutes les apparitions publiques. Que ce soit pour assister à une première, à un événement caritatif ou même pour être aperçu en ville, toute la garde-robe et le comportement d'un acteur devaient être approuvés par les responsables désignés par le studio. Si la tenue d'un acteur ne correspondait pas à l'image souhaitée par le studio, il pouvait être demandé de se changer, ou même interdit d'accès à l'événement. Cette règle servait les besoins marketing du studio, garantissant que les acteurs avaient toujours l'air glamour et conforme à la marque. Pour les artistes, cela signifiait une perte étouffante de style personnel et d'expression, chaque moment public devenant un autre épisode dans le récit soigné du studio. 30e interdiction des activités syndicales. De nombreux studios déconseillaient fortement ou interdisaient catégoriquement à leurs vedettes de s'engager dans toute forme d'organisation syndicale. Les acteurs qui exprimaient leur soutien aux syndicats ou tentaient de négocier des conditions de travail équitables risquaient d'être étiquetés comme fauteurs de troubles et faisaient face à des menaces de mise sur liste noire. Cette approche autoritaire permettait aux studios d'éviter les négociations collectives et de garder un contrôle total sur les salaires et les heures de travail. Bien que les studios bénéficiaient de la suppression de la solidarité ouvrière et de la réduction des coûts de production, les acteurs se retrouvaient avec peu d'options pour améliorer leurs contrats ou lutter contre les pratiques de travail abusives. Au fil du temps, l'élan croissant pour un traitement équitable et l'essor éventuel de guildes influentes, telles que le Screen Actors Guild, SAG, ont aidé à démanteler une partie de l'emprise des studios. Cependant, au début, les acteurs devaient avancer prudemment ou risquer la ruine financière et la stagnation de leur carrière. Aucune prise de position publique sur des sujets controversés. Au-delà du contrôle du comportement personnel, les studios interdisaient souvent aux acteurs de faire des déclarations sur des questions sociales ou politiques. L'image publique d'une star devait rester fermement dans les limites acceptables du glamour et du divertissement, à l'abri de toute controverse. Même les opinions privées sur l'égalité raciale, la guerre ou les droits civils devaient rester cachées, de peur de provoquer des réactions négatives ou d'aliéner certains publics. En empêchant les stars de s'exprimer, les studios protégeaient leurs recettes au box-office et évitaient les disputes publiques. Pendant ce temps, les acteurs se sentaient réduits au silence et incapables d'utiliser leur renommée pour opérer un changement significatif. Avec le temps, alors que le système des studios s'affaiblissait et que les mouvements sociaux prenaient de l'ampleur, de nombreuses figures éminentes d'Hollywood ont enfreint ces règles tacites, ouvrant la voie aux stars plus ouvertement engagées d'aujourd'hui.